Depuis les premières heures du jeu vidéo, certains faits divers tragiques ont souvent été associés à leur influence supposée. Mais au-delà de la vague d'émotions médiatiques, les racines de ces drames sont bien plus profondes. Existe-t-il des jeux qui peuvent tuer ? La frontière entre le monde vidéoludique et l'horreur bien réelle semble parfois mince. Mais tout n'est pas si simple. Dans cet épisode, vous allez découvrir que l'étrange peut parfois s'allier à l'horreur pour faire de nos fictions divertissantes de cruelles réalités. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinétrange. Les amis, aujourd'hui nous allons partir ensemble dans le monde des jeux vidéo. J'ai déjà fait 2 vidéos sur le sujet que vous trouverez en description. Ici, pas de faits divers bizarres sur les jeux vidéo, ni de gameplay étrange ou creepy. On va plonger dans une horreur bien plus réelle et dérangeante. Celle qui peut déborder dans notre réalité. Juste une précision importante avant de commencer. Ce ne sont pas les jeux qui poussent les individus à commettre des crimes atroces. Ils peuvent être un vecteur, un catalyseur, mais pas la cause. Quand l'horreur frappe dans la réalité, ce sont des coupables bien réels qu'il faut pointer du doigt. Si les jeux vidéo violents rendaient violents, on serait sans doute déjà une armée de psychopathes. Du moins, la majorité des études sérieuses s'accordent à dire qu'il n'y a pas radicalement de causalité entre jeux vidéo et passage à l'acte. Mais certains esprits instables peuvent basculer dans quelque chose de bien plus dangereux. Voilà, je voulais juste éclaircir ce point. Sans transition et après cette intro un poil trop longue, attaquons le premier cas. Un jeu d'arcade des années 80 qui aurait, selon certains, provoqué la mort de plusieurs joueurs. Dans les années 80, les bornes d'arcade remplissent les salles de jeu. Au milieu de celle-ci se trouve Berserk, un jeu développé par Stern Electronics. Le joueur contrôle un personnage humanoïde déambulant dans des niveaux labyrinthiques. Il doit avancer en éliminant des vagues de robots hostiles. Étonnamment, quand l'on voit les graphismes, c'est pourtant un jeu qui a été controversé pour sa violence 15 ans avant Mortal Kombat, dont on reparlera un peu plus tard dans cette vidéo. Alors si Berserk posait déjà problème pour sa violence, imaginez un GTA dans les années 80, ça aurait été insoutenable. Mais ce qui fait que ce jeu est particulier, c'est le cas de 2 étranges décès. En 1981, Jeff Daly, 19 ans, succombe à une crise cardiaque juste après avoir joué au jeu et inscrit un score de 16 660 points. En 1982, Peter Bukowski, 18 ans, se rend à la salle de jeu Friar Tuck au centre commercial de Calumet City dans l'Illinois. Il s'installe à la borne du jeu Berserk et parvient à noter 2 fois son score dans le top 10 en moins de 15 minutes. En voulant se rendre à un autre jeu, il s'effondre soudainement, victime, lui aussi, d'une crise cardiaque. L'autopsie révèle des problèmes cardiaques antérieurs chez le jeune homme. Cependant, elle n'exclut pas que la mort ait pu être causée par une forte excitation de jouer au jeu. Pour le premier cas, je n'ai pas de source fiable, si ce n'est des rumeurs et quelques mentions sur le web. Il reste donc à prendre avec de grandes pincettes. Par contre, le jeune Peter Bukowski est bien décédé dans une salle d'arcade, articles de journaux de l'époque à l'appui. Il ne faut pas oublier que nous sommes à l'aube des années 80 et les jeux vidéo sont encore relativement récents. Qui plus est, Berserk possédait des lignes de dialogue, certes modestes, mais ce n'était pas le cas pour la majorité des jeux. La voix électronique du personnage a pu être perçue comme menaçante et a sans doute alimenté la légende. Même si on ne peut imputer qu'un seul décès potentiellement lié à Berserk, on l'a rapidement surnommé le jeu qui tue. Sa légende a ensuite traversé les années, faisant de lui un jeu maudit qui pouvait, dans de mauvaises circonstances, entraîner la mort. Pour le prochain jeu, là, c'est un peu plus compliqué et beaucoup plus étrange. Nous sommes en 1989. La NES de Nintendo trône dans beaucoup de salons. Au milieu de Super Mario Bros 2, Tetris, les Tortues Ninja et DuckTales, surgit un ovni. Taboo, le 6e sens. Alors, rien à voir avec le film de M. Night Shyamalan. Ce jeu, enfin, si on peut appeler ça un jeu,
est une simulation de tarot. On entre son nom, son sexe, sa date de naissance, et l'on détermine une question. Le jeu tire alors les cartes du tarot et donne l'interprétation au joueur pour générer une réponse. Et là, on est sur quelque chose de bien différent de Super Mario Bros 2 et consorts. Déjà, nous avons un avertissement sur la boîte. N'est pas destiné aux enfants de moins de 14 ans. On peut dire que ça commence bien. On ajoute à cela un fond sombre, une atmosphère sinistre, une musique pesante et un concept étrange. Tout cela nous propulse dans une expérience bizarre sans aucun réel gameplay. Et vous voulez connaître le petit fun fact ? Le studio qui a développé le jeu n'est autre que Rare. Un de mes développeurs préférés, quoi! La saga Donkey Kong, GoldenEye, Banjo et Kazooie, Conker, Killer Instinct, une blinde de titres que j'aime énormément. Alors pourquoi un jeu aussi étrange au milieu de tout ça ? Bon, tout d'abord, Rare n'était pas un studio extrêmement connu à la fin des années 80. Ensuite, Taboo était une commande de l'éditeur Tradewest et non un projet direct de Rare. Le studio a pensé que c'était une bonne idée vu l'engouement pour l'ésotérisme à cette époque. Bref, c'était plus une curiosité commandée qu'un projet qui tenait à cœur au studio. Et donc, pourquoi ce jeu a-t-il une influence dans notre réalité ? Eh bien, c'est là que ça pêche. Ce que l'on a pour étayer le mystère de ce jeu sont principalement des témoignages que l'on retrouve sur des forums, tant des témoins semblant être sérieux que des passages de creepypasta. Cependant, le jeu serait maudit et plusieurs rumeurs évoquent des suicides, des accidents étranges ou des événements tragiques après l'utilisation de ce jeu. Certaines prédictions se seraient réalisées et parfois de façon sinistre. Donc rien de bien concret, fort heureusement, ou malheureusement pour les amateurs de mystère. Si l'on prend le contexte de l'époque de sa sortie, le fait qu'il tranche radicalement avec pratiquement tout le catalogue de Nintendo à ce moment-là, et que son ambiance est potentiellement creepy, cela suffit à créer une aura étrange et à nourrir les fantasmes d'un jeu maudit. Après, est-ce que certaines personnes auraient réellement eu des soucis après y avoir joué ? Cela reste à prouver. Autosuggestion, réelle malédiction, coïncidence malencontreuse, on ne saura jamais si ce jeu avait réellement une influence sur la réalité, mais au dire de beaucoup de joueurs, c'était bien le cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y avez joué à l'époque et si ça s'est bien passé pour vous. Pour le sujet suivant, nous allons sombrer dans une horreur malheureusement bien réelle et aux conséquences tragiques. Là les amis, on va monter d'un cran. Bon d'accord, je triche un peu, il ne s'agit pas directement d'un jeu vidéo. Cependant, c'est tout de même basé sur un système nécessitant un participant et tout se fait par canal numérique. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, il s'agit du Blue Whale Challenge. Son apparition est située dans les années 2015-2016, apparemment en Russie et notamment via le réseau social VK, l'équivalent russe de Facebook. Le concept est le suivant. Un tuteur suit le joueur, souvent adolescent, en lui envoyant des défis quotidiens à effectuer sur 50 jours. Les défis semblent de prime abord anodins, comme dessiner une baleine ou écouter de la musique triste en pleine nuit. Bien que celui-là, il me met clairement mal à l'aise. Puis, plus le temps avance, plus les défis deviennent lugubres. Se réveiller à 4h20 du matin pour regarder des vidéos d'horreur, se graver des dessins, chiffres ou lettres sur la peau, et chaque étape doit être validée par des photos ou des vidéos envoyées au tuteur. Le dernier défi, le 50e jour, est de sauter la vie. Tout se fait par contact numérique via des conversations privées sur différents supports, notamment VK ou Telegram. Et là, on entre dans un domaine un peu plus spéculatif. Car dans les cas de suicide d'adolescents, il est très compliqué de savoir si oui ou non un tel jeu en a été la cause. Dans plusieurs pays, notamment en France, des indices laisseraient à penser qu'il pourrait s'agir de la même source, donc le fameux challenge. Cependant, en Russie, 3 personnes ont été désignées comme pouvant être à l'origine de ce jeu morbide. L'un d'eux, Philippe Budeikin, alors âgé de 21 ans, a même eu un procès et a écopé de 3 ans de prison en 2017 pour incitation au suicide ayant entraîné la mort de 2 adolescentes. Il a confirmé avoir orchestré ce type de défi sur le réseau VK et voulait effectuer un nettoyage de la société.
Et c'est là le seul point concret de cette affaire. A-t-on affaire à une panique morale, un débordement des médias ou une simple creepypasta? Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un cas isolé. D'autres défis viraux ont semé l'inquiétude. Le Momo Challenge avec ses messages menaçants envoyés aux enfants, le Jonathan Galindo ou le Goofy Mask Challenge, croisement malsain entre Goofy et creepypasta, le Blackout Challenge sur TikTok qui a causé plusieurs morts, et surtout un défi bien plus ancien, le jeu du foulard, apparu bien avant les années 2000. Près d'un ado sur 10 a déjà tenté ce défi, parfois seul, parfois via un réseau social, et depuis 2021, plus de 20 jeunes en sont morts. Le problème avec ce type de défi, c'est qu'il existe très peu de preuves directes entre l'apparition de celui-ci sur un réseau social et un décès. C'est là que la frontière entre le numérique et la réalité se brouille pour ne laisser qu'une fine couche d'incompréhension face à des événements tragiques. Si vous êtes victime de ce genre de défi ou de harcèlement en ligne, vous pouvez contacter des numéros d'aide que vous retrouverez en description. Parce que là, ce n'est pas juste un sujet dans une vidéo. Ces défis existent bel et bien et parfois les victimes n'osent pas en parler. Si vous êtes dans ce type de situation, osez demander de l'aide. Preuve que parfois, les jeux les plus dangereux ne sont pas ceux qu'on trouve sur une console. Et maintenant, place à une affaire criminelle où un enfant a perdu la vie à cause d'un jeu. Bon, jusqu'ici, on a parlé de jeux qui pouvaient être étranges, voire dangereux. Maintenant, on va voir ensemble Café World. Oui, vous avez bien entendu. Il s'agit d'un jeu de simulation de restaurant développé par le studio Zynga qui a été disponible sur Facebook de septembre 2009 à juillet 2014. Alors voilà, tu gères ton petit restaurant, tu prépares des commandes et tu tentes de devenir le meilleur des chefs. Seulement en septembre 2010, au Colorado, Shannon Johnson, 34 ans, met son fils de 13 mois, Joseph, dans le bain et s'en va s'installer devant son ordinateur. Elle ouvre Facebook, partage son statut et se lance dans une partie de Café World. Au bout de 10 minutes, n'entendant plus son fils, elle se rend dans la salle de bain et ne peut que constater l'horreur. L'enfant, au milieu de la baignoire, ne bouge plus. Elle appelle les secours qui arrivent rapidement, réanime l'enfant, mais son décès est constaté peu après à l'hôpital. Accusée de négligence sur enfant ayant causé la mort, Shannon Johnson est condamnée à une peine de prison de 10 ans lors de son procès en 2011. À nouveau, ici le problème, ce n'est pas le jeu. C'est l'addiction qui peut en découler. Combien de fois vous avez démarré une partie sur un jeu de simulation et vous avez complètement perdu la notion du temps? Et combien d'entre vous jouaient au Tetris sur la Game Boy qui était planquée dans les toilettes? Sérieusement, les addictions aux jeux sont un problème de plus en plus présent car certaines personnes n'ont plus aucune notion du temps quand elles se lancent dans une partie. Outre les jeux vidéo, ce problème touche également les réseaux sociaux, chronophages par excellence. Et pourtant, il existe pire. Si je vous dis Farmville, vous voyez de quoi je parle? C'est aussi un jeu de simulation, également créé par les studios Zynga, où vous devez vous occuper de votre ferme en faisant pousser plein de choses, travailler la terre et optimiser le tout pour devenir le meilleur fermier de la région. Un jeu extrêmement innocent qui a déclenché une crise d'une violence inouïe. En janvier 2010, en Floride, Alexandra Tobias, 22 ans, joue à Farmville sur Facebook. Son enfant de 3 mois, Dylan, se trouve non loin et se met à pleurer. Agacée de ne pas pouvoir continuer tranquillement sa partie, la jeune femme se lève et se met à secouer violemment son fils. Sa tête heurte l'ordinateur et soudain, il ne respire plus. Alexandra Tobias, dans un moment de lucidité, appelle immédiatement le 911. Mais il est trop tard. Sur place, elle reconnaît rapidement sa culpabilité. Elle plaide coupable de meurtre au second degré et écope d'une peine de 50 ans de prison en février 2011. Alexandra Tobias souffrait de stress, de dépression et vivait difficilement le décès de sa mère. Dans ces deux cas, on peut voir que même les jeux les plus innocents peuvent se retrouver au cœur d'affaires sordides. Ce n'est pas la faute du jeu, mais parfois, l'obsession numérique peut masquer une profonde détresse humaine. À l'heure où l'on parle de se détacher du numérique et de faire attention aux potentielles addictions de ce type, ces deux cas extrêmes prennent un écho tout particulier. Si vous ou vos proches avez besoin d'aide, voici les organismes qui peuvent vous aider. Vous les retrouverez aussi en description. Après ces affaires compliquées émotionnellement, que diriez-vous d'aller faire une balade à l'extérieur ? Ah, un peu d'air frais, ça fait du bien, non ?
Et on peut même jouer à certains jeux vidéo à l'extérieur. En 2016, c'est un véritable tremblement de terre vidéoludique qui secoue le monde. La sortie d'un nouveau jeu Pokémon sur téléphone mobile, Pokémon Go. Il s'agit d'un jeu en réalité augmentée, c'est-à-dire qui permet aux joueurs de voir les Pokémon dans leur habitat naturel via notamment la caméra du téléphone. En vrai, le jeu, c'est une super bonne idée. Ça permet aux joueurs de sortir de chez eux, de faire de l'exercice, et tout ça en capturant des Pokémon dans le monde réel. Il y a aussi un aspect social permettant de faire des combats ou d'échanger des Pokémon entre joueurs. Le jeu a été un succès immédiat avec plusieurs dizaines de millions de téléchargements en quelques semaines. Même moi je l'avais à l'époque, mais dans la région où j'habite, il n'y a pas des masses de Pokémon. Mais ce type de jeu, vous vous en doutez bien, a aussi son lot de drama. Accident de voiture, chute ou blessure, rassemblement de foule lors de l'apparition d'un Pokémon rare, intrusion dans des lieux sensibles voire privés ou altercation et agression. Voici maintenant les quelques cas les plus marquants. En 2016, en Californie, 2 jeunes hommes d'une vingtaine d'années sont tombés d'une falaise dans une zone interdite alors qu'ils recherchaient des Pokémon. L'un a chuté de presque 30 mètres. Résultat, blessé, hospitalisé, mais en vie. Comme quoi, le virtuel, ça peut vous faire perdre pied. Toujours en 2016, dans le Wyoming, Sheila Wiggins, 19 ans, a découvert un corps flottant dans une rivière, apparemment décédé accidentellement, alors qu'elle cherchait un Pokémon aquatique. Une chose est sûre, elle n'est pas tombée sur un Magikarp. En août 2016, au Japon, dans la préfecture de Tokushima, un homme jouait à Pokémon Go tout en conduisant son camion. Il a percuté 2 piétonnes âgées. L'une a survécu et l'autre est malheureusement décédée sur le coup. C'est le premier cas de décès officiel lié au jeu. Le conducteur a déclaré « Je ne regardais pas la route, je jouais ». N'utilisez jamais votre téléphone au volant. Et tout cela sans parler de l'astuce des Pokéstop. Il s'agit de lieux d'intérêt dans le jeu où l'on peut avoir des bonus supplémentaires. Ce sont des lieux réels, monuments, statues, bâtiments historiques, transformés en points d'interaction virtuelle. On peut également y placer des leurres pour appâter des Pokémon rares ou d'autres joueurs. Cela permet à certains individus malveillants d'attirer des gens dans des lieux isolés pour les voler, les agresser, voire pire. Comme le cas de Calvin Riley à San Francisco en 2016, assassiné alors qu'il était en train de jouer au jeu non loin d'un petit port. À l'heure actuelle, l'instruction est toujours en cours et on ne sait pas si le jeu a été utilisé pour l'attirer dans un lieu désert avec le but précis de lui tirer dessus. Pokémon Go représente concrètement un jeu qui a une implication directe dans le monde réel. Et là, c'est surtout la bêtise et la malveillance humaine qui peuvent causer des drames liés à ce jeu. Car sur le fond, ça reste un concept très ludique et intéressant, faisant littéralement sortir les joueurs de chez eux. Et je terminerai sur une phrase du sergent Rich Eaton lors de l'affaire des 2 jeunes hommes tombés d'une falaise en Californie. Aucun jeu ne vaut votre vie. Et maintenant, fans d'étranges, nous allons passer à un cran supérieur dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Accrochez-vous. Il doit sans doute s'agir de l'affaire la plus connue de cette vidéo. Mais avant de plonger dans l'horreur de la réalité, faisons un petit détour par la fiction. En 2009, Eric Knudsen, aussi connu sous le nom de Victor Surge, crée des images paranormales qui vont devenir virales, celles du Slenderman. Silhouette filiforme, sans visage, possédant des bras tentaculaires, son créateur développe également un lore autour de ce monstre qui va devenir, en peu de temps, une icône horrifique. En 2012, Slender The 8 Pages devient le premier jeu basé sur le personnage. Le joueur doit ramasser 8 pages dans une forêt sombre tout en étant traqué par le Slenderman. Avec une ambiance anxiogène et minimaliste, le jeu devient rapidement viral. En 2013, le jeu Slender The Arrival débarque sur PC. Graphisme plus poussé, éléments narratifs ajoutés, plusieurs niveaux et le tout dans une ambiance oppressante avec de nombreux jumpscares. Le jeu devient monstrueusement populaire, surtout auprès des jeunes ados en quête de sensations fortes. Bref, en quelques années, le Slenderman est devenu une créature incontournable avec plusieurs jeux, films et séries développés autour de lui. Et vous vous doutez bien que ça va partir en douille. Le 31 mai 2014, dans le Wisconsin, Morgan Geyser et Anissa Weier, 2 adolescentes de 12 ans,
attire leur ami Peyton Leutner dans un bois isolé et la poignarde à 19 reprises. Elle la laisse ensuite pour morte. La jeune fille, gravement blessée, parvient courageusement à se traîner jusqu'à une route plus fréquentée, où elle est retrouvée par un cycliste qui appelle immédiatement les secours. Heureusement, après plusieurs interventions chirurgicales, Peyton est sauve. Mais il s'en est fallu de peu pour qu'elle ne survive pas à l'attaque. Morgan Geyser et Anissa Weier ont rapidement été appréhendés, retrouvés avec l'arme du crime sur une route inter-États. Elles ont déclaré se rendre à la maison du Slenderman. Alors pourquoi une attaque aussi violente ? Les raisons évoquées par les assaillantes mettent clairement en avant le Slenderman. Elles croyaient qu'il était réel et que le seul moyen de l'empêcher de les tuer était de commettre un meurtre. Terrorisées par ce personnage, elles se sont dit que lui obéir et être à son service valait mieux que de mourir. Et là, tout le monde pointa du doigt la communauté autour du Slenderman, ainsi que les jeux vidéo associés qui ont boosté sa notoriété. Et pourtant, le jeu en lui-même reste inoffensif, tout comme l'univers viral autour de la créature. L'un comme l'autre ont été des catalyseurs de troubles déjà existants. Morgan Geyser a été diagnostiquée atteinte de schizophrénie précoce avec hallucinations visuelles et auditives et une conviction persistante que le Slenderman était réel. Anissa Weier, elle, souffrait de troubles délirants partagés, fortement influencés par les convictions de son amie. La première a été condamnée à 40 ans d'internement psychiatrique et aurait bénéficié d'une sortie sous condition en 2025. Et la seconde, condamnée à 25 ans en institution psychiatrique, a été libérée en 2021 sous conditions strictes et surveillance constante. Nous avons ici un cas très concret de la fiction qui s'immisce dans la réalité. L'histoire a lancé des débats sur l'influence d'Internet sur les enfants, ciblant principalement l'histoire du Slenderman. Pourtant, ce cas viral, dont les jeux ne sont pas le seul vecteur, ce n'est pas ce qui a causé l'agression. Car à ce moment-là, il faudrait aussi pointer du doigt Lord Voldemort et les Tortues Ninja, car Geyser affirme avoir parlé avec eux. L'affaire est très dense et passablement complexe. Si ce type de cas vous intéresse, vous pouvez vous renseigner de votre côté ou me laisser un commentaire si vous souhaitez en faire une vidéo dédiée. Et que devient la victime, Peyton ? Dans une interview donnée en 2019, elle voulait se lancer dans une carrière en médecine et souhaitait mettre tout cela derrière elle et vivre sa vie normalement. Elle est parvenue à se reconstruire malgré le traumatisme, faisant preuve d'une résilience incroyable. Elle incite également les gens à briser le silence autour de la violence et de la santé mentale afin de pouvoir potentiellement mieux prévenir ce genre de drame. Et on lui souhaite bien sûr le meilleur pour la suite. Ok, je l'avoue, là j'ai de nouveau un peu triché. Il s'agit d'un univers autour d'un personnage viral et fictif et non d'un jeu vidéo. Seulement, les jeux mettant en scène le Slenderman ont été non négligeables pour faire découvrir l'univers de ce monstre sur l'ensemble de la toile. Et pour terminer, je vous propose de faire un petit melting pot des différents jeux qui ont clairement exercé une influence dans notre monde réel. Le swatting consiste à envoyer une unité spécialisée de la police au domicile d'une personne suite à un faux appel au service d'urgence. En 2017, aux États-Unis, 2 joueurs, Casey Weiner et Shane Gaskill, s'embrouillent lors d'une partie de Call of Duty World War II. Weiner demande à un swatteur, Tyler Barris, d'envoyer une unité SWAT chez Gaskill, mais celui-ci donne une fausse adresse. L'unité spéciale débarque chez Andrew Finch, qui n'a absolument rien demandé, et un des membres de l'unité l'abat alors qu'il sort de chez lui. Résultat, 20 ans de prison pour Barris, 15 mois pour Weiner et 18 mois pour Gaskill. Pratique dangereuse et inutile, le swatting fait plusieurs centaines de victimes par année. Heureusement, toutes les interventions ne se soldent pas par un décès, mais elles laissent des marques psychologiques indélébiles aux victimes. C'est le punching ball préféré des médias dès qu'un ado fait une connerie. Et parfois, il y a de quoi s'inquiéter. En 2003, Devin Moore, 18 ans, est conduit au commissariat de Fayette, en Alabama, après avoir été arrêté au volant d'un véhicule volé. Sur place, il parvient à s'emparer de l'arme d'un policier, tue 2 agents et un répartiteur avant de s'enfuir à bord d'une voiture de patrouille. Rapidement appréhendé, il aurait déclaré « La vie est un jeu vidéo, tout le monde doit mourir un jour ». Apparemment, il était fan du jeu GTA Vice City.
Durant le procès, le juge a interdit à la défense d'argumenter sur le fait que le jeu aurait fait passer Moore à l'acte. Il est avéré que ce dernier souffre de troubles psychologiques. En 2005, il a été condamné à mort et attend toujours sa sentence. Alors, personnellement, je pense que GTA Vice City est un des meilleurs de la franchise. Je l'ai parcouru dans tous les sens et j'ai jamais tiré sur personne. Premier opus sorti en 1992 sur borne d'arcade, il s'agit d'un des premiers jeux considérés comme extrêmement violents. Combats graphiques, sang apparent, personnages digitalisés avec un rendu plus réel et surtout, fatalité bien gore. Le jeu est souvent cité par le Congrès américain dès 1993 et sera même à l'origine de la création de l'ESRB, le système de classification des âges pour les jeux vidéo aux États-Unis. Cela sans que le jeu n'ait provoqué officiellement de drame dans notre monde réel. Comme quoi, l'image d'un jeu peut parfois faire plus peur que ses vraies conséquences. Et il arrive aussi qu'un jeu soit accusé à tort. En février 2004, en Angleterre, Warren Leblanc, 17 ans, tue le jeune Stéphane Pakira, 14 ans, à coups de marteau et de couteau. On retrouve le jeu Manhunt dans la chambre de Warren. Le gameplay dans ce jeu d'infiltration est simple. Éliminer ses poursuivants de la manière la plus brutale possible. Tollé médiatique, le jeu, développé par un certain Rockstar, devient la raison de la mort du jeune Stéphane et plusieurs vendeurs le retirent des rayons. Rockstar est accusé, mais nie tout lien entre le jeu et le meurtre. Et là, coup de théâtre. Une enquête interne révèle que le jeu a en fait été retrouvé dans la chambre de la victime. Aucun lien ne pouvant être fait, l'instruction citera comme mobile un vol lié à la drogue. Warren Leblanc a été condamné à une peine de prison à vie avec un minimum incompressible de 13 ans. Mais dans cette affaire, se planter de chambre, fallait quand même le faire. J'aurais pu encore vous parler de Doom, Doki Doki Literature Club, Hatred, Lineage 2, Second Life, Candy Crush Saga ou encore Tibia, mais je les garde sous le coude pour un potentiel autre épisode, si vous le souhaitez bien sûr. Sur ce, passons à la conclusion. Nous voilà au terme de notre incursion dans cet univers sombre et complexe des jeux vidéo qui débordent parfois dans notre réalité. Tous ces exemples ne veulent pas dire que les jeux sont dangereux, loin de là. À lui seul, aucun de ces titres ne tue ni ne transforme un joueur en criminel. Ce sont les usages, les fragilités humaines, le contexte ou la vulnérabilité qui transforment parfois le jeu en catalyseur. Le jeu vidéo, c'est un média, ni bon ni mauvais par essence. Il peut divertir, faire réfléchir, lier des gens ou au contraire les isoler. Mais comme tout média puissant, il faut apprendre à le manier, à le comprendre et surtout à s'en détacher lorsqu'il le faut. D'une manière ou d'une autre, aujourd'hui, le jeu vidéo occupe une place importante. Et plutôt que de le diaboliser, commençons par comprendre ce qu'il est réellement. Un livre avec du son, une musique avec des images, un film avec une manette, et aussi un moyen de détente et de partage. Le vrai boss final, ce n'est pas toujours dans le jeu qu'on le trouve, mais parfois dans le miroir. Les amis, on est à la fin de cet épisode et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. L'écriture n'a pas été simple, je ne vous le cache pas. Certains sujets sont vraiment éprouvants. Et en tant que gamer assidu, je le redis. Le jeu vidéo, c'est un moyen formidable de se détendre, de s'évader et de vivre des aventures incroyables sans bouger de son canapé ou de sa chaise de gaming. Et vous, quels sont vos jeux de prédilection ? Balancez-moi ça en commentaire, je suis curieux de vous lire. N'hésitez pas à me laisser un bon vieux pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas, l'étrange, ce n'est que la normalité à un autre niveau. Prenez soin de vous, merci infiniment pour votre soutien. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien entendu, bon visionnage.